La culture d'entreprise est un produit à part entière. C'est une invitation vraiment à replacer le collaborateur, son expérience et sa culture au cœur de l'entreprise. Juliette Rimbaud est People Lead chez Alan. Alan, vous connaissez ? Mais si, le petit ours blanc ou le grizzly. Enfin, la mascotte en fourrure qui dépoussière l'assurance complémentaire santé. Et pour prendre soin de ses assurés, il faut déjà prendre soin de ses collaborateurs. Juliette nous explique que chez Alan, la forte croissance est compatible avec la liberté et l'autonomie. Et toute l'organisation est, atypique, unique, innovante. À commencer par la culture de l'écrit, mais je lui laisse vous raconter tout ça. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et qui transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Juliette. Bonjour Grace. Juliette, tu es People Lead chez Alan. Je dois dire qu'avant de lancer l'enregistrement, on a un petit peu parlé de ce titre. On va passer brièvement dessus, mais est-ce qu'on dit People Lead, est-ce qu'on dit DRH France ? Je te laisserai peut-être t'exprimer là-dessus sur LinkedIn ou autre plus longuement. Mais l'idée là, en tout cas, c'est de mettre en avant le côté People, l'engagement auprès des gens. Avec toi, on va parler d'Alan. Alan, c'est une entreprise qui est souvent mentionnée quand on parle de culture d'entreprise, parce que les fondateurs ont mis en place une culture forte et des pratiques RH qui sont particulièrement innovantes. On va essayer d'en aborder une bonne partie dans cet épisode. Je promets pas qu'on parle de toutes. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous partages l'origine même de cette culture. Pourquoi les fondateurs ont eu la conviction qu'il fallait construire une culture radicale dès la création de la boîte ? En fait, ils se sont nourris, donc les deux cofondateurs, de leurs expériences passées, soit en tant que chef d'entreprise et des choses qui n'avaient pas fonctionné, soit en tant que salarié dans des boîtes américaines où la culture d'entreprise est assez forte. Et ils se sont dit effectivement qu'ils voulaient se nourrir de ça. Et la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est que Alan, c'est un produit pour les RH, et la culture d'entreprise, dès le départ, a été conçue comme un produit à part entière de l'entreprise. Ils avaient une idée précise des erreurs qu'ils ne voulaient pas recommettre, et ils avaient une idée précise aussi des inspirations qu'ils voulaient transposer au projet Alan, donc il y a 7 ans. Et ils l'ont porté et ils le portent aujourd'hui avec conviction et exemplarité. C'est quelque chose qui nourrit tout ce qu'on fait chez Alan. Toutes les semaines, on a une newsletter d'entreprise où il y a une section sur la culture. On a un guide édité sur les valeurs de la boîte qui sont des valeurs qui sont là depuis le départ, c'est des valeurs fondatrices, mais qui aussi évoluent et sont éditées au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vit de nouvelles expériences. Et c'est comme ça qu'ils ont créé une culture d'entreprise forte et vivante. Je voyais aussi qu'ils l'incarnent justement énormément au quotidien, quoi. Eux-mêmes sont très très investis dans le fait de faire vivre cette culture d'entreprise. Comment on fait pour l'incarner au quotidien ? On descend dans les bureaux, on fait un speech, comment ça se passe ? Oui, effectivement, ils le portent parce que c'est un sujet qui leur tient à cœur. En fait, il faut que tu le fasses, que tu le traduises dans absolument tout ce que tu fais. Je te parlais de l'exemple de la newsletter hebdomadaire, qui est un des lieux où on discute chaque semaine d'un focus sur un des aspects de la culture. En ce moment, on est dans le cycle d'évaluation à 360. Les référentiels qui sont regardés, c'est nos grandes valeurs directrices et comment chaque collaborateur, chaque collaboratrice les incarne. Dès effectivement qu'ils vont prendre la parole, ils vont essayer de le mettre en valeur. Et au-delà de ça, donc il y a vraiment ce côté... Ça infuse dans tout ce qu'ils font, et c'est aussi ouvert à l'échange et c'est ouvert à l'évolution. C'est cette nuance assez subtile entre être fort
sur ces valeurs fondamentales et être prêt à l'échange et au dialogue pour que les gens l'adoptent et se les emparent et fassent que ces valeurs seront les leurs aussi. Et après, de manière plus concrète, nous, en tant que RH, c'est des valeurs qu'on va mettre en avant dès le processus de recrutement. D'ailleurs, sur ce qu'elles représentent et sur aussi les challenges qu'elles peuvent représenter pour les futurs candidats. Il y a une page, Alan, qui dit ce qu'est la culture et aussi ce qu'elle n'est pas, pour que les gens soient au clair ouais, sur le projet, ce qu'ils peuvent trouver chez Alan. Et à chaque étape du recrutement, on va les remettre en perspective pour vraiment biberonner la personne dès le process de recrutement, parce que c'est aussi un projet qui est pas fait pour tout le monde et on dit pas qu'il est mieux qu'un autre. Simplement, il y a des valeurs qui sont assez ancrées. Je vais prendre un exemple qui est celui de la culture de l'écrit et de l'asynchrone. C'est un parti pris. Je dis pas qu'il est mieux qu'un autre. En revanche, si la personne n'est pas prête à s'investir par écrit et de manière asynchrone, on sait déjà que ça va pas le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de remettre en perspective à chaque étape du processus de recrutement, qu'on va remettre dans l'onboarding, bien évidemment. Et ensuite, à chaque grand temps de l'entreprise, ça sera forcément mis en perspective. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette culture d'entreprise, elle a été créée quasiment, vraiment au tout début, avant même qu'il y ait des employés. Et pour les fondateurs, ils expliquent qu'en fait, c'est aussi une nécessité pour être mieux préparé à la scalabilité. C'est surtout quand on est une scale-up et qu'on grandit vite, c'est hyper important. C'est des fondations, au final, qui sont incontournables, quoi. Oui, complètement. Et ils avaient anticipé un certain nombre de choses qui font aujourd'hui que cette scalabilité, ce fait de se mettre à échelle et de grandir de manière assez rapide et de manière assez importante fonctionne. Par exemple, le fait de parler anglais, au départ, ils étaient les cofondateurs et quatre personnes dans un bureau à imaginer le produit, etc. Et déjà, tout ce qu'ils faisaient était écrit et en anglais. Et alors que c'était que des personnes qui étaient françaises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de pas avoir aujourd'hui un héritage de documentation, parce qu'on a un Wikipédia interne qui est aussi pour nous vraiment hyper important, dès le départ a été rédigé en anglais. Aujourd'hui, le fait qu'on soit présent en Espagne et en Belgique, il n'y a rien qui n'est pas accessible et qui va retarder une prise de décision, la compréhension de l'évolution d'un sujet, parce que ça a été pensé comme ça dès le départ. Et est-ce que justement, il y a des points qui ont évolué entre le départ et ce qu'est aujourd'hui Alan ? Je crois que vous êtes plus de 500 collaborateurs, si je ne me trompe pas. Oui, 560 aujourd'hui. Au niveau global, les grandes valeurs directrices, elles sont restées. Les grandes valeurs directrices, ça va être d'être toujours tourné vers nos membres et de toujours penser expérience membre, donc client. Et ça, c'est assez facile à le transposer d'un point de vue RH parce que ça a un écho parfait avec l'expérience employée. Tous les processus, toutes les philosophies, toutes les politiques qu'on va mettre en place d'un point de vue RH, on prend en compte l'expérience employée. Je suis pas là pour ajouter de la lourdeur dans les processus, dans de l'administratif, je suis là pour ajouter de la valeur. La transparence radicale, les sujets un peu phares sur lesquels ça s'exemplifie, c'est par exemple la transparence sur les salaires, la transparence radicale du feedback qui est fait à 360, donc à des personnes qui sont au-dessus de nous ou en dessous de nous en niveau. Ça va être de toujours aller chercher une ambition qui va animer ce qu'on veut faire et d'aller chercher l'étape d'après. Toutes ces valeurs-là, elles sont présentes depuis le départ. Elles ont évolué. Et surtout, ce qu'on interroge, c'est la manière dont on les vit en pratique. Et c'est là où, en fait, régulièrement, on va se réinterroger sur
est-ce que on percevait que cette dimension-là, elle était vécue d'une certaine manière, et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut la vivre d'une autre, enfin, comment est-ce qu'on la vit aujourd'hui, et comment est-ce qu'elle se met en œuvre en pratique? Parce que avoir un livre de valeurs très théorique, mais qui ne résonne pas auprès des collaborateurs, ça n'a aucun intérêt. Sur ces points qui ont évolué, je voyais aussi le concept de congé illimité, qui est quelque chose que vous avez essayé de mettre en place, Oui. mais qui n'a pas marché, c'est ça? Alors, déjà, ça, je dirais pas que c'est une grande valeur, enfin, directrice. C'est plutôt effectivement dans les sujets qui ont évolué d'un point de vue people. Effectivement, donc on travaille dans un environnement flexible. On a de la flexibilité dans l'organisation de son temps de travail et dans son lieu de travail. Pourquoi? Parce qu'on recrute des gens qui sont extrêmement autonomes et responsables. Donc on estime qu'on n'a pas à leur dicter le quand et le comment de travailler, puisqu'en fait on sait qu'ils vont atteindre leurs objectifs et qu'on est là pour créer un environnement de travail qui soit favorable. Dans cette vision-là, et c'est une vision assez américaine du sujet, effectivement, se posait la question des congés illimités, qui étaient encore présentes. Moi, quand j'ai rejoint la boîte, on était 150 à l'époque. Et toujours dans le fait de se dire, les gens peuvent prendre le temps dont ils ont besoin, quand ils ont besoin, tant que c'est fait en bonne intelligence, parce qu'encore une fois, on a des gens responsables. Et donc, on n'a pas besoin de mettre en place de politique RH qui va encadrer ça, parce que finalement, on crée plus de lourdeur que de valeur. La réalité est que dans un contexte français, il faut l'ajuster un petit peu. On reste fidèle au principe de flexibilité dans l'organisation du temps de travail et donc dans la prise de congé. On accompagne aussi tous les grands moments de vie des collabs. Donc en France, tu vas avoir des congés payés. Si tu as pris tes congés payés et tes RTT et qu'au-delà de ça, il y a un événement de vie qui fait que tu as besoin d'aider un proche, Un que enfant tu as... malade, oui. on va mettre en œuvre cette politique de flexibilité. Et donc, il a fallu en fait un tout petit peu transposer le concept dans un cadre légal français qui n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, on peut s'en féliciter parce qu'aux États-Unis, à coup de 15 jours ou 3 semaines de vacances, on va pas très loin. Donc, en fait, oui, là-bas, la flexibilité fait complètement sens. Nous, par exemple, on a 28 jours de congés payés, c'est un tout petit peu différent dès que tu ajoutes congés payés et RTT ensuite. Oui, complètement. Bon, c'est intéressant parce que là, on a eu quand même pas mal d'exemples un peu concrets d'innovation managériale, donc ce concept de flexibilité, mais aussi la culture de l'écrit. Et il y a aussi une question chez Alan alors, j'ai lu quelque part, l'absence de titre, ça veut dire quoi? Effectivement, par exemple, moi je suis people, je suis RH. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas de titre? Parce qu'on ne veut pas mettre d'ego et on ne veut pas mettre de temps à parler de sujets qui ne produisent pas de valeur. On cherche des gens qui vont être très orientés vers un esprit d'équipe, qui ne vont pas avoir un ego qui est trop important, ce qu'on appelle le no ego doer. Et donc, en fait, on se dit que passer du temps à se dire un tel à tel titre et comment est-ce que je m'appelle moi, et en fait à faire des batailles de chapelle pour obtenir des titres, c'est pas là où on veut passer notre temps parce que ça nous détourne de notre mission première. Après, on veut pas être des ayatollahs en la matière. On peut aussi comprendre que les personnes en externe, elles aient besoin d'utiliser un nom de rôle. Et on en parlait au départ de mon titre. People Lead, ça a un sens dans le milieu de la startup, de la scale-up. Mais c'est vrai que parfois j'utilise le terme de DRH France parce que ça parle plus et on essaye de s'adapter aussi au contexte ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce que ça traduit, c'est la volonté de se focus, d'être concentré sur les bons sujets et toujours chercher de la valeur. On en a un peu parlé sur la prise de décision écrite, sur cette volonté d'être un peu tout le temps dans l'action, dans la valeur, dans le concret au final. En fait, vous, la culture de l'écrit, elle commence par réduire les réunions. Alors, la culture de l'écrit, c'est une manière de fonctionner qui est à la fois un pilier fondamental de la flexibilité. Tu n'es pas piégé par un temps de réunion où tu es obligé d'être là. Et on a remarqué qu'à l'écrit, les gens sont plus synthétiques. Ils vont faire plus attention à la manière dont ils formulent les choses et
on exige des contributions, notamment quand on a des prises de décision, que les gens apportent de la valeur dans leurs contributions. C'est pas simplement prendre la parole pour dire je suis là, écoutez-moi, ou pour faire des joutes verbales. C'est vraiment dans l'esprit d'apporter de la valeur. Et l'autre chose que ça permet, c'est la transparence. On se cache pas derrière une réunion qui a eu lieu derrière une porte fermée. Les réunions chez nous, elles sont écrites, les prises de décision, elles sont écrites. Et de cette manière, tout le monde peut y accéder et comprendre comment une décision a été prise et quelles ont été les positions de chacun et de chacune. Et ça fonctionne pour toutes les décisions, même les plus stratégiques? Absolument toutes. Il n'y a pas d'exception. Ouais. Ouais, Et c'est des modèles qui tolèrent assez peu justement les exceptions, parce que sinon tu fais casser la machine. Une de nos missions, et j'adore cette mission, moi, People, c'est justement de veiller à ce que l'environnement soit propice à ce que ça puisse avoir lieu de manière concrète, et que ça ait bien lieu de cette manière pour être gardien de la culture. Et ça, je trouve ça assez génial chez Alan, de l'instiller aussi en chacun et en chacune. Et en fait, on va tous se challenger. Et parfois, je te dis pas, tu peux avoir des tentations de dire, t'as croisé un tel ou une telle, tu vas échanger 2-3 mots, tu vois. Mais toujours de se rappeler ensemble que si on fait pas ça, la machine, elle casse. Et donc, on est obligé de le faire comme ça. Justement, cette transparence radicale, elle se traduit comment, au-delà même de la culture de l'écrit? Effectivement, toutes les prises de décision sont documentées à l'écrit. Sur les sujets traditionnels RH les plus sensibles, qui vont être la grille de salaire, qui vont être les évaluations à 360, le partage de retours, donc de feedback à ses collègues. Et tout ça se fait de manière totalement transparente. Sur le cas de la grille de salaire, par exemple, en fait, ça étonne toujours un peu quand on en parle. Et moi-même, je dois avouer que quand j'ai rejoint Alan, j'ai été surprise au départ. Et en fait, rapidement, on se rend compte que ça ne devient plus un sujet, en fait. Et ça raccroche toujours à cette idée que on va éviter de détourner les gens, en fait, de leur temps, qui est précieux par ailleurs, parce que on veut aussi qu'ils aient du temps à eux, etc. Donc, quand ils sont sur du temps de travail, il faut que ce soit ramassé et que ça favorise vraiment de la concentration et de l'efficacité. Et passer du temps à chercher une info de combien gagne mon voisin et à l'issue d'une promotion, du coup, qui a eu quelle promotion et combien la personne va gagner, en fait, tout ça, il y a zéro discussion. Oui, c'est marrant, ça me fait penser au concept de naturisme managérial qui est développé notamment chez Clinitex. On a fait un épisode comme ça avec Édouard Pic qui est particulièrement intéressant sur le sujet. C'est de dire vraiment, en fait, on fantasme. Quand on ne sait pas, on fantasme. Alors que le naturisme, voilà, quand on voit quelqu'un qui est nu, on regarde même pas parce qu'en fait... c'est normal, quoi. Donc là, c'est Yves, c'est le parallèle avec les salaires. Je comprends l'image, oui. L'image a l'avantage de... Au moins, on retient bien. C'est ça que je trouve assez sympa. Et en fait, toi, dès que tu es arrivé chez Alan, disons que tu t'es un peu pris ça, j'allais dire, dans la tête, mais en fait, tu as même accès à ce qui a été écrit pendant le processus de recrutement. Oui. Alors surtout que moi, je viens d'un milieu quand même assez différent. J'ai notamment travaillé au ministère de la Défense, donc autant te dire que la transparence radicale, c'était pas tout à fait pareil. Bon, pas la même culture. Non, le contexte le justifie. Effectivement, tu as accès aux notes qui ont été prises pendant ton processus de recrutement et donc au feedback que tu as déjà reçu, en fait, alors qui est repartagé avec le candidat au fur et à mesure. On le garde pas pour la toute fin en mode tiens, paquet cadeau, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir échanger. Donc au fur et à mesure du processus, on te donne du feedback, mais on te demande aussi d'en donner à tes intervieweurs, de réagir au process, de partager tes remarques. Et elles sont effectivement condensées et disponibles au moment où tu arrives. Donc là, il y a 2 écoles. Celle des gens qui vont le consulter et celle de ceux qui préfèrent attendre un peu ou qui vont pas les consulter. Je comprends, c'est pas forcément facile. Et en fait, ça me fait venir, du coup, question suivante, à cette politique du feedback. Justement, comment ça se passe chez Alan et est-ce qu'il y a des limites à ces retours, disons, systématiques ?
Le feedback, donc, on l'a placé dans la lignée de la candeur radicale. L'idée, si tu veux, c'est d'avoir un environnement qui est propice au fait de faire du retour aux gens qui t'entourent de manière assez libre et surtout de manière constructive. Donc ça implique d'avoir euh, une ambiance de travail, enfin en tout cas un environnement de travail qui soit sain, qui soit sécure pour les personnes, dans lequel ils se sentent à même de partager leur retour à des gens par exemple qui ont une position de leadership et donc ça on y travaille énormément. On a encore conduit des travaux il y a un mois pour se dire est-ce que les personnes les plus juniors dans l'entreprise se sentent bien libres de pouvoir partager leur retour et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, comment est-ce que le leadership peut être exemplaire pour demander du feedback, etc. Donc ça, cet environnement, c'est vraiment la pierre angulaire si tu veux que ça fonctionne. Et l'idée, c'est que on se nourrit au quotidien des éléments que les personnes remarquent autour de nous sur la manière dont on a travaillé, dont on a abordé une problématique. Et on essaye aussi de désacraliser un peu ça. Le feedback, il n'est pas donné à un moment de l'année où tu vas avoir ton évaluation annuelle. Il a un peu l'effet paquet cadeau dont je parlais tout à l'heure. On te donne tout ça et puis débrouille-toi avec. L'idée, c'est que ça soit assez... que ce soit fait en temps réel, justement pour remarquer des petites choses et dire voilà, dans ce contexte-là, j'ai remarqué que ça avait fait ça, j'ai trouvé ça super. C'est pas toujours des choses négatives, bien évidemment, ça, j'ai trouvé ça bien. Et ou parfois, là, j'ai pas trop compris ce que tu as fait, ou est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as réfléchi au sujet, etc. Moi, j'aurais peut-être vu ça différemment. Donc l'idée, c'est de faire du feedback de manière continue, que ça soit vraiment ancré dans le quotidien et de le désacraliser pour que ce soit pas un sujet énorme. C'est vraiment un muscle en fait à travailler. La raison pour laquelle en fait on fait ça, c'est de faire grandir les personnes. Alors bien évidemment, ça ne doit jamais être quelque chose de gratuit et dans l'idée du faire du feedback pour faire du feedback. Ou de lister absolument toutes les choses qu'on voit, auquel cas ça serait vraiment écrasant pour la personne et épuisant. Oui. Donc il faut vraiment être constructif dans la manière de le formuler et c'est un muscle en fait qu'on travaille, c'est pas quelque chose qui est inné dans la manière de le partager, de le recevoir. Complètement, les deux en effet. Hein. On n'a pas l'habitude en fait. Je pensais moi à l'école, on nous apprend à écouter et à réciter quoi. On nous apprend pas forcément à être dans l'interaction. Et du coup, les retours qu'on reçoit, ils sont écrits au stylo rouge, ils sont toujours. On a du mal au final à accepter des critiques aussi constructives soient-elles. Et pareil, du mal à exprimer des critiques ou des avis positifs. On a du mal à dire merci, on a du mal à dire bravo. Au final, c'est recréer un dialogue dans l'entreprise, mais j'imagine que ça a aussi une influence sur le quotidien de chacun des collaborateurs, dans sa vie, quoi. J'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec l'école parce que je trouve que c'est un excellent parallèle. Chez Alam, on a beaucoup de bons élèves qui veulent bien faire, qui ont été nourris par le système scolaire français où justement tu reçois cette note, l'appréciation du professeur. Et donc on déconstruit un petit peu ça, effectivement, pour que ce soit moins pressurisant aussi pour les personnes. Et comme je le disais, plus incorporé dans le quotidien et plus dans l'échange aussi. Pas simplement je reçois la note, j'attends la note. Oui. Et ça, j'imagine qu'il y en a pour qui c'est pas possible. Est-ce que ça passe toujours facilement ? C'est vraiment un aspect de la culture sur lequel on sensibilise les candidats et les candidates, et c'est quelque chose qui ne doit pas venir comme une surprise, parce qu'effectivement, ça peut être parfois un peu rude. Je me souviens de mes premiers pas chez Alan, donc on utilise Slack, qui est notre lieu de discussion pour les sujets du quotidien. Et le moment où tu reçois une remarque parce que la qualité d'un travail, d'un projet n'était pas au rendez-vous, parce que la personne tout simplement t'interroge sur pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu l'as fait comme ça. Moi, je me souviens des premiers temps où il y avait un petit moment de crispation et de panique en me disant « Ouh là là !» Ouais. Et en fait, à titre personnel, ça m'a beaucoup fait grandir, ça m'a permis de prendre de la distance, parfois de repérer les moments où c'est un rapport effectivement un peu hérité de ton parcours de scolarité. C'est parfois aussi un peu d'ego. Oui, ça peut arriver, ça nous arrive à tous.
Et de se dire, bon, ben voilà, je mets l'ego de côté, je mets mon côté bon élève de côté, et qu'est-ce que la personne a voulu me dire et qu'est-ce qu'elle veut m'apporter là-dedans. Et parfois aussi de dire, Je suis pas tu m'as fait ce d'accord feedback et je avec suis toi. pas d'accord, c'est ça. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Mais clairement pas fait pour tout le monde. Ouais. Oui, j'imagine. On arrive déjà un peu à la fin de ce podcast. On en a parlé un petit peu au début de l'univers Scale-up, au final, dans lequel évolue chaque collaborateur de Alan. Tu disais que c'est pas une culture qui convient à tout le monde. Tu disais aussi que toi, tu viens d'un autre milieu, radicalement différent. Et en fait, quand t'es tombé sur Alan, toi, t'es mordu. Disons que t'es mordu d'Alan. Pourquoi toi, t'es mordu? Pourquoi ça conviendrait pas à tout le monde? Raconte-nous un petit peu. Ça convient pas à tout le monde parce que la culture de l'écrit de la synchrone, ça implique quand même une certaine forme. C'est très silencieux quand tu arrives dans les bureaux Ah oui. d'Alan, tu vois. Tout le monde travaille, planche derrière son ordinateur. Ça peut sembler un peu moins chaleureux qu'une culture de l'oral. Euh, c'est aussi cette culture-là, on vient d'en parler, du feedback qui peut remuer aussi. Et pour connecter aussi à ce qui constitue l'essence même d'Alan, Alan, c'est une start-up, une scale-up. Je suis pas à cheval sur la dénomination. En tout cas, c'est une entreprise à forte croissance qui a grandi en peu de temps rapidement et ça implique un rythme qui est assez soutenu. Et il faut aussi avoir envie d'embarquer là-dedans. Euh, Ce que j'y ai trouvé, moi, c'est une qualité d'équipe euh, humaine et intellectuelle absolument géniale. Parce que c'est des gens qui sont vraiment dédiés à la mission. Et le fait qu'on œuvre dans la santé est quand même quelque chose de très prenant. Et ça fait partie intégralement des raisons pour lesquelles les gens nous rejoignent. Euh, des gens qui sont très rigoureux et qui ont à cœur d'exemplifier les valeurs et qui font les choses bien. Et j'ai trouvé des gens qui balançaient de manière hyper intelligente l'empathie, l'écoute, et en même temps bah, qui sont là pour le travail. Et cette fine ligne qui fait que moi je trouve ça absolument génial. Euh, Moi, je viens d'un milieu effectivement différent, qui a un contexte particulier, mais j'ai aussi eu l'impression, en arrivant chez Alan, de reprendre possession de mon temps, d'avoir la possibilité de pousser des sujets, d'avoir le droit à l'erreur aussi, parce qu'on a cette culture de on itère, on va pousser un sujet, on va se planter, on va se dire ok, on s'est planté, c'est relou. Bon ben maintenant on va prendre un pas de recul. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Et ça, franchement, moi ça m'éclate. Et euh, les réunions, moi, j'en pouvais plus. Vraiment d'avoir le contrôle de mon temps, je trouve ça génial. Et il faut aimer. Alors après, ça dépend aussi de ton rôle chez Alan. Si tu es commercial, c'est un tout petit peu différent de si tu es people, par exemple. Mais je trouve que la rédaction, moi, je peux donner le meilleur de moi-même par écrit. Parce que c'est vraiment, je trouve, le médium sur lequel je peux être le plus réfléchi, je peux structurer ma pensée, aller vraiment dans le fond des choses. Et ça m'a donné une vraie fierté dans ce que je faisais, quoi. Au-delà de, en plus de pouvoir pousser des projets, et le terrain de la culture et du people est absolument génial. Euh, D'autant plus que ça rejoint ce qu'on se disait au départ. Comme on a un produit RH pour des RH, c'est génial parce qu'en plus on a un pied dans le produit et ça je trouve ça top d'être vraiment de faire corps avec le côté business. On se sent complètement aligné au final, j'imagine. Oui, Mais est-ce que je pense à ça comme ça? Moi aussi, je suis très écrit. Ça m'aide à réfléchir. À côté de ça, de ce que j'ai compris, enfin vous, c'est pas de réunion, c'est-à-dire que des brainstorming, ces moments où on balance tous plein d'idées et qui permet aussi d'enrichir la pensée, la construction d'une idée. En fait, ces moments-là, ils existent. C'est juste qu'après, ils vont être quand même remis par écrit pour laisser une trace finalement. oui, on Ouais. n'est pas des ayatollahs de l'échange à l'oral et il peut être Mm. important aussi, et on va l'encourager dans certaines circonstances,
La ligne directrice, c'est on ne prend pas de décision à l'oral pour qu'elle soit transparente, écrite, documentée, accessible de toutes et tous. En revanche, si à un moment, tu es coincé sur un sujet, que tu as besoin de faire un peu de ping-pong avec quelqu'un pour t'aider à avancer, si à un moment, tu as discuté avec la personne autour de la machine à café ou autour d'un déjeuner et que ça a suscité des idées, tout ça, c'est bienvenu. L'idée, c'est simplement qu'il n'y ait pas d'opacité sur qui a dit quoi et qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Et par ailleurs, on encourage, et ça c'est quelque chose, tu vois, c'est une évolution, ça rejoint ta question sur les évolutions, on encourage les gens à décrocher leur téléphone, on travaille, c'est un aspect qu'on n'a pas nécessairement abordé, mais on a une partie de l'équipe qui est au bureau, mais on a une partie de l'équipe qui travaille aussi dans des coworking en région, ou qui va travailler complètement en télétravail, donc de chez soi. On encourage les gens à décrocher leur téléphone si à un moment on se dit genre là, la personne elle me saoule, j'ai pas compris ce qu'elle a dit ou je trouve que ce qu'elle m'a dit c'est pas correct. On prend son téléphone, on appelle les gens, quoi. Oui, parce que c'est vrai que sans connaître, on peut se dire que cette culture de l'écrit, elle peut être très individualiste finalement, parce qu'on échange beaucoup moins. Mais en fait, c'est intéressant de se rendre compte que, non, c'est des règles, ça a été bien réfléchi, et pour que ça fonctionne, ça nécessite quand même ce dialogue à côté, quoi. Ouais, l'esprit d'équipe, il est vraiment très important et c'est une de nos valeurs aussi fondamentales d'être team member. Et de penser à l'équipe avant tout, avant soi. Et un des exemples un peu phares de ça, c'est qu'on n'a pas de variables, et notamment on n'a pas de variables chez les commerciaux. Pourquoi est-ce qu'un commercial individuel aurait un variable sur un résultat purement personnel? On est tous là pour apporter de la valeur au global et au collectif. Et donc, à ce titre-là, il n'y a pas de variable. D'accord, ouais, c'est intéressant. Si tu devais résumer la culture d'entreprise d'Alan en une phrase, est-ce que tu y arriverais déjà? Et qu'est-ce que tu dirais? C'est une culture d'entreprise qui favorise un environnement où la personne va être responsable et autonome et qui n'est pas faite pour tout le monde. C'est vrai, c'est se dire, en fait, chaque culture d'entreprise doit être propre à l'entreprise. Après, on vient copier des trucs à droite, à gauche et les adapter, mais oui, ça reste unique et en effet pas fait pour tout le monde. On arrive à la fin, ça y est. Est-ce que tu as préparé une citation à nous partager, quelque chose qui t'inspire sur le monde de l'entreprise? Alors, j'ai pas été totalement bonne élève, tu vois, comment on parlait de ça, mais on parlait ensemble de Jessica Swan, que j'aime beaucoup parce qu'elle a écrit sur les RH sous un angle que j'ai trouvé peu travaillé. Et elle fait notamment le lien entre les people operations et le produit, en me disant, et ça s'inscrit parfaitement dans tout ce qu'on vient de développer lors de notre échange, que la culture d'entreprise est un produit à part entière. Et je trouve que c'est extrêmement intelligent et j'espère que ça peut guider des créations d'entreprises ou d'ailleurs, je veux pas véhiculer l'idée que si on l'a pas intégré dès le départ, tout est fichu. Je pense qu'on peut piocher des choses qu'on observe et c'est ce que tu disais. Je prétends pas non plus, tu vois, qu'on ait réinventé la roue sur tout un tas d'éléments. On s'inspire assez largement de ce qui est fait aussi, puis on teste chez soi. Et c'est une invitation vraiment à replacer le collaborateur, son expérience et sa culture au cœur de l'entreprise parce que c'est comme ça qu'on va générer le plus de valeur et le plus de valeur business, quel que soit le business qu'on développe. Super, merci beaucoup Juliette. Merci, Grace. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.